Europe 1. 8h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et surtout porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Olivier Véran. Bonjour à tous les deux. Bonjour aux auditeurs. En avez-vous sous les fenêtres de votre ministère ou à votre domicile les poubelles s'amoncellent avec un réel risque sanitaire? La grève des éboueurs a été reconduite jusqu'à lundi. Au moins, Gérald Darmanin demande des réquisitions et le demande à la mairie de Paris. Est-ce que vous dites ce matin, Olivier Véran, ça n'a que trop duré? La ville lumière est en train de s'éteindre sous des montagnes de poubelles. Madame Hidalgo a incité, ou en tout cas accompagné le mouvement de grève, et elle laisse finalement les Parisiens en subir les conséquences et en payer la facture. Donc en responsabilité, nous demandons, et ne serait-ce que pour des questions de salubrité publique, 5600 tonnes de poubelles qui traînent depuis des jours dans les rues, c'est pas sain. C'est pas ça. Il y a un réel risque sanitaire? Il peut y avoir un risque sanitaire, c'est vieux comme le monde. Hein. Si vous avez des montagnes de déchets, il peut y avoir un risque sanitaire. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais c'est la salubrité publique fait aussi partie de cela. Donc nous demandons à Madame Hidalgo de procéder à des réquisitions. Mais vous connaissez sa réponse. Elle soutient la grève et ne veut pas casser cette grève. Eh bien, dans ce cas, si est-ce que vous prenez elle ne vos prend pas ses responsabilités, l'État prendra par la voie du préfet ses responsabilités à un moment pour dire maintenant nous allons procéder à des réquisitions. Encore une fois, personne ne conteste le droit aux uns et aux autres de protester. Et je comprends parfaitement que des gens qui sont concernés par l'augmentation progressive de la durée de travail puissent ne pas être d'accord avec cela. Mais pour autant, il y a des règles et il faut maintenir un certain nombre de services publics essentiels pour la population. Par ailleurs, je rappelle juste quand même sur le fond, parce que j'en entends pas souvent parler, que je rappelle que les éboueurs sont en catégorie active, c'est-à-dire qu'ils partaient 5 ans avant les autres à la retraite et ils continueront de partir 5 ans avant les autres à la retraite à l'issue de la réforme. Avec une pénibilité que personne ne conteste. Avec une insalubrité, une pénibilité, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils partent 5 ans avant, et personne ne remet cela en question. Nous sommes d'accord, mais entre le droit de grève, évidemment, légitime, qu'il faut sanctuariser, et le droit et le devoir de protéger les citoyens, notamment là, les habitants, je pense aussi aux commerçants et aux restaurateurs, qu'est-ce qui prime? Vous me dites que vous allez prendre vos responsabilités, mais quand? D'abord, nous demandons à la maire de prendre les siennes. Vous connaissez sa réponse, et si elle ne prend pas, et dans ce cas-là, l'État peut se soustraire ensuite. Ce que nous disons, c'est que le droit de grève, il est très encadré, très protégé par la Constitution, et c'est très bien ainsi. Et il faut donc être capable de sous-peser pour vérifier que de la justice ne serait pas amenée à annuler un arrêté, etc. Donc il faut toujours regarder la situation pour ce qu'elle est. En attendant, avec tact et mesure. En attendant, les poubelles, elles sont jetées contre le siège de Renaissance à Paris et contre les forces de l'ordre pour protester contre la réforme des retraites. Vous voulez vous exprimer à ce sujet, parce qu'il y a aussi des appels à jeter les poubelles sur les ministères également. Non, mais autant j'ai dit mon grand respect pour le mouvement de grève, pour les manifestations, autant vous savez ce que je pense à la fois des blocages et à la fois de ce qui ne relève pas des actions de droit commun. Voilà, il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas gâcher le droit de grève par des actions qui n'ont rien à voir avec ce qui est encadré par la loi. Sur le fond, ce matin se tient, Olivier Véran, la commission mixte paritaire avec députés et sénateurs pour aboutir à un texte commun. Nous le verrons, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a refusé de rendre public les travaux de cette commission. Vous entendez ce que dit la France Insoumise et en particulier Mathilde Panot, qui fait partie de cette commission. Elle promet de tout dévoiler des négociations. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à cacher? Non, mais dès qu'il y a des règles qui sont acceptées par définition par les groupes qui siègent à l'Assemblée, la France Insoumise veut les casser quand ça l'arrange. Tout est public à l'Assemblée, les commissions, les séances publiques, etc. Ce qui va se passer ce matin est fondamental. Ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Vous prenez des députés de la majorité et des oppositions, des sénateurs de la majorité et des oppositions, vous les mettez ensemble et ils sont libres, en autonomie, pour décider ou non de trouver un accord autour du texte des retraites. On dirait que vous me décrivez un conclave. On ne sait pas ce qui se passe, des négociations. Oui, c'est pas un côté conclave, mais c'est pas un conclave parce qu'il n'y a pas de connotation religieuse. Non, mais il y aura une fumée blanche peut-être. C'est une assemblée qui veut pouvoir travailler dans des conditions particulières qui font que le gouvernement n'intervient pas. Il y a pas de... Mais non, la différence entre un débat à l'Assemblée et une commission mixte paritaire, c'est que le gouvernement ne siège pas. Nous laissons les parlementaires entre eux décider. Oui, mais vous ne me donnez pas d'argument qui interdurait le fait qu'on ne montre pas ce qui s'y passe. Ah si, alors d'abord ça n'a jamais été public, ça, vous pouvez me dire c'est un argument historique, mais enfin c'est un argument de règlement aussi, et de règlement intérieur, donc ce sont des règles qui ont été établies par les parlementaires eux-mêmes pour que ce soit garant de la tranquillité avec laquelle ils vont siéger. C'est pas des gens d'un seul parti qui se réunissent et qui vont faire leur tambouille, c'est des gens issus, encore une fois, de la majorité et des oppositions. Et ce qui va se passer est fondamental, parce que si il y a un accord qui est identifié
statuer sur ce texte, s'il est avalisé, s'il est voté par la majorité et l'opposition, par l'Assemblée et par le Sénat, ça dit quelque chose du travail qui a été réalisé. Regardez le chemin que nous avons accompli depuis il y a quelques mois, parce que nous avons modifié notre copie, parce que nous avons été à l'écoute des syndicats, des groupes politiques. Alors parlons-en. Parce que nous avons eu un vote quand même, pardon de le dire Sonia, Oui, au du Sénat. Sénat. Eh ben justement, d'abord, vous n'avez pas de On n'a pas la crainte, majorité au il n'y Sénat. aura pas de surprise. Donc on a fait ce que les Français nous ont demandé. On a trouvé des accords politiques avec des groupes politiques qui ne pensent pas comme nous. Deux questions. Est-ce que d'abord, je pense qu'elle sera conclusive, comme on dit, cette commission mixte paritaire, vous ne semblez pas inquiet? Et donc, la deuxième question, est-ce que le travail que vous saluez et qui a été fait au Sénat sera respecté dans ce texte à laquelle cette commission aura probablement abouti? Je comprends votre question. Je viens de vous dire à l'instant que le gouvernement ne siège pas en commission mixte. Mais je vous demande votre avis, votre sentiment. Moi, je n'ai pas d'avis à donner, je suis du pouvoir exécutif. Donc moi, je respecte le travail qui va sortir, si vous voulez, de cette commission, le texte qui va sortir. Nous, gouvernement, allons le découvrir quand il nous sera présenté par les parlementaires. Le découvrir, monsieur Véran. Non, la nature des accords, bien sûr, sur tel ou tel amendement, il y a des marges d'incertitude. Allons-y alors. Que nous allons, la surcote pour les mères de famille, c'est confirmé. Le travail fait au Sénat sera respecté sur ce point. Nous avons dit que nous étions favorables, mais je ne peux pas parler à la place des parlementaires. Mais vous êtes favorable. Oui, mais encore une fois, on ne donne pas d'avis à la commission. Alors, elle est souveraine. On continue. Le CDI senior. J'insiste là-dessus parce que c'est un exercice qui est à la fois habituel et très inhabituel. Habituel dans son fonctionnement parce qu'il y a toujours une commission mixte paritaire lorsqu'il y a des textes de loi, mais très inhabituel dans la mesure où là, elle va vraiment être déterminante sur la nature du texte. On entend la nuance et elle est importante, mais vous dites que pour la surcote des mères de famille, le gouvernement est favorable à ce que ce texte qui pourrait sortir de la commission, qu'on comprenne ce sujet. Le CDI senior, est-ce que c'est non? Est-ce que c'est trop coûteux, même si votre chiffrage est contesté par Bruno Retailleau? C'est aux parlementaires de la commission d'en décider. Vraiment, je vous le dis encore une fois, parce que j'ai déjà eu, si vous voulez, quand j'étais ministre en charge, ça devait être sur un état d'urgence sanitaire, il m'est déjà arrivé que des commissions mixtes paritaires sortent avec un accord qui n'était pas à la base l'accord que nous avions soutenu comme gouvernement. Mais oui, mais non, mais j'ai été parlementaire 10 ans, j'ai trop de respect pour le fonctionnement de l'institution pour ne pas me rappeler à un moment aussi déterminant que celui-ci qu'il y a une séparation des pouvoirs. Je vais quand même poursuivre avec un sujet sur le dispositif des carrières longues. Non, mais là, c'est important, c'est une demande insistante de certains députés LR, comme Aurélien Pradié. Et si vous êtes prêt à lâcher sur ce point, cela pourrait vous garantir des voix LR à l'Assemblée. Non, mais il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif qui a été adopté à l'Assemblée pour les personnes de 17 ans et l'extension aux 20-21 ans. Et il y a les dispositifs que plaide Aurélien Pradié qui n'ont pas été adoptés à l'Assemblée ni au Sénat. Donc ce sont deux choses différentes. Mais notez, Sonia Mabrouk, que depuis tout à l'heure, nous parlons de quoi? Nous parlons d'amélioration du texte et de modification du texte qui ont été adoptés avec généralement l'accord du gouvernement, par des groupes d'opposition. Je vous le redis parce que ça correspond à ce que nous ont demandé ou nous ont envoyé comme signal les Français en juin dernier en nous donnant qu'une majorité relative. J'attends depuis tout à l'heure un mot, c'est-à-dire que si tout cela est intégré, il faut toujours qu'il y ait un respect de quel objectif, monsieur Véran? L'équilibre financier. L'équilibre financier sera garanti 2030, là regardez, il n'y a pas un nombre d'hésitations dans ma voix. C'est une évidence. Il y aura un équilibre financier. Même si on intègre tout ce qu'on vient de citer. On fait la réforme pourquoi? Pour préserver notre système par répartition, pour ne pas augmenter les impôts, pour ne pas baisser les pensions de retraite et pour ne pas alourdir la dette. Donc on a fait tout ça pour cet objectif. Cet objectif, nous y tenons et nous le tiendrons. Bien. Même si vous ne le dites pas ouvertement, vous êtes confiant sur un texte qui sortira de cette commission et la suite. Alors Elisabeth Borne se montre confiante, elle, pour aller au vote, 149.3, affirmant et répétant « une majorité existe ». C'est la méthode Coué? Il y a une majorité qui existe, c'est pas la méthode Coué, nous espérons effectivement le constater à l'issue de la commission mixte paritaire, parce que pour que les auditeurs nous comprennent bien, une fois qu'il y a un accord qui est trouvé entre les députés et les sénateurs, cet accord il est présenté ensuite au Sénat puis à l'Assemblée. Et à chaque fois, dans chacune de ces deux chambres, il faut qu'il y ait une majorité des parlementaires présents qui votent pour. Au Sénat, on n'a pas d'inquiétude. À l'Assemblée, on sait que ce sera quelque chose qui ne sera pas un vote large dans un sens ou dans l'autre, puisque comme on est en majorité relative, on doit aller chercher des gens qui veulent bien voter avec nous. Bien, je salue votre souci de pédagogie ce matin pour les auditeurs. Bien sûr, mais je pense que c'est important parce qu'on entend beaucoup de choses et des gens me disent déjà, j'entends déjà parfois, vous avez fait le 49.3. Non, les amis, attendez, on en est au stade là où on cherche déjà un accord. Ça paraît tellement évident que vous ne pourrez pas vous en passer que peut-être certains vous disent, vous l'avez déjà fait, monsieur le ministre. Il est arrivé qu'il soit tellement évident qu'on ne puisse s'en passer que je sois amené moi-même à le dire qu'on ne s'en passerait pas, ce qui n'est pas le cas ici, vous l'aurez remarqué. Sur le texte budgétaire, par exemple, on a assumé en disant, écoutez, les groupes d'opposition ont tous dit qu'ils voteraient contre, donc on n'aura pas les voix, donc on fait le 49.3. Là, il se trouve un groupe d'opposition, le premier d'entre eux, le groupe LR, dont le président de groupe, dont le président de parti,
ont dit qu'ils souhaitaient non seulement voter le texte, mais que l'ensemble de leurs parlementaires le votent. On ne donne de leçons à personne, on met la pression à personne, et chacun est libre et souverain au Parlement. Vous mettez la pression à personne, mais les discussions, les négociations, elles sont tendues. Hein. Mais c'est depuis que le Parlement est Parlement qu'il y a des négociations, évidemment, et ça fait partie de la vie politique, la vie démocratique de notre pays. En fait, la question chacun ce matin, peut se laisser convaincre par des arguments. La question ce matin, je vous la pose sur Europe 1, elle est celle-ci. Dans quel état d'esprit vous êtes ? La panique ou le panache? Avec panache, vous allez au vote, avec un risque de ne pas disposer de la majorité, mais vous prenez votre risque, comme on dit dans la vie, ou alors vous êtes en panique et là, 49.3, dégainé. Ni panique, ni panache, responsabilité et respect du temps qu'il nous reste avant le vote demain pour pouvoir terminer ce travail de conviction. Nous disons, et la Première ministre l'a très bien dit hier dans l'hémicycle, ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de responsabilité. Un député qui voterait le projet de loi retraite ne deviendrait pas pour autant un député de la majorité, c'est un député qui suivrait à la fois ses convictions, la ligne politique de son parti et l'appel à voter de la part de la plupart de ses responsables. Certains n'ont pas pris la parole, mais beaucoup l'ont prise, et ceux qui l'ont prise, c'était pour appeler à voter. Moi, je me demande si c'est pas un théâtre en ce moment. Peut-être ceux qui nous écoutent se disent c'est un vrai faux suspense. Tout le monde sait en fait qu'ils vont dégainer cette arme et ça passera au final. Non, moi je vous le Vraiment, dis. ce matin, vous ne le savez pas. Je vous dirai la même chose en off et en on. Vous savez, parce qu'on me pose la question. Des fois, j'ai des journalistes qui me rappellent après. Alors, mais en vrai, non, on n'a pas du tout décidé d'adopter le texte autrement que par un vote. Et nous croyons que ce vote, il doit pouvoir être réalisé. Après, la Constitution autorise le 49.3. C'est pas. Vous le dites avec un air, mais aujourd'hui on en a fait un. En tous les cas, c'est devenu une sorte d'épouvantail. Ça en a été fait un épouvantail parce que vous avez un contexte de tension avec une NUPES qui pousse, qui hurle systématiquement en disant qu'on respecte pas les institutions, etc. Donc ils finissent par faire monter la petite idée avec une certaine efficacité dans l'esprit de certains Français que des outils prévus par la Constitution, dans le cadre des exercices budgétaires, comme un PLFSS rectificatif, c'est-à-dire comme le texte qui porte les retraites, c'est même illimité. Donc c'est pas nous qui l'avons mis dans la Constitution. Et celui qui en a le plus eu l'usage, c'était Michel Rocard. Donc moi, je serais très tranquille pour vous dire que on a des outils constitutionnels qui permettent de... Mais en l'occurrence, mon discours, c'est de dire on doit pouvoir passer par un vote traditionnel dans l'hémicycle où chacun se prononce. Ce dont vous parlez ce matin, ce que vous rapportez, c'est aussi l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Vous avez rappelé Michel Rocard. On se souvient aussi qu'Emmanuel Macron avait été contraint, d'ailleurs par le Premier ministre Manuel Valls, à dégainer ce 49.3. Il n'y en a pas gardé un très bon souvenir. Oui, mais là, c'était un autre contexte, puisque c'était un 49.3 pour maîtriser la propre majorité qui était turbulente à l'époque avec les frondeurs. Là, on n'est pas en train de dire qu'on cherche une majorité dans notre majorité. On rappelle aux Français qu'on est en majorité relative et qu'on veut la transformer sur un texte en majorité absolue. Mais enfin, pour votre majorité, vous dites attention quand même. Il y a le bâton. Sur tous les textes, à part les textes budgétaires, reconnaissez-le nous, depuis les élections législatives, sur tous les textes, nous avons pu les faire adopter avec des accords, texte par texte, texte après texte, ou avec la gauche, ou avec la droite. Et puis en plus, vous n'avez pas trop de crainte pour les motions de censure après. Vous n'avez pas de risque qu'elles passent. Écoutez, encore une fois, les parlementaires sont libres. Si serait pas là, non, on n'est pas du tout dans l'optique d'avoir une motion de censure, etc. C'est pas. Je ne crois pas que ce soit du tout, en plus, ce qu'attendent les Français. Même ceux qui ne sont pas favorables à la réforme des retraites. D'abord, beaucoup de ceux qui sont défavorables à notre réforme des retraites restent favorables à l'idée qu'il y ait une réforme des retraites. Ils sont dans les enquêtes d'opinion parce que notre système n'est pas équilibré. Et donc, ce que nous disons aux Français qui ne sont pas d'accord avec notre projet, c'est que les alternatives, c'est pas taxer je ne sais quelle entreprise, etc. Les alternatives, ça aurait été d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Et je ne crois pas que ces Français-là seraient davantage favorables au fait qu'on baisse leur pouvoir d'achat, surtout en période d'inflation. Une partie de ces Français seront, Monsieur Véran, dans la rue aujourd'hui. 8e journée. Là encore, on n'avait pas l'air trop inquiet. Est-ce que vous dites que ce ne sera pas une journée noire? Mais moi, ce qui m'intéresse au premier chef, c'est que les manifestations se déroulent bien et qu'elles assurent la protection et la sécurité de celles et ceux qui manifestent et de celles et ceux qui ne manifestent pas. Et on peut reconnaître aux syndicats des services d'ordre qui permettent de garantir la plupart du temps et dans la plupart des villes des conditions de manifestation en sécurité. Pourquoi il y a eu des violences. Vous êtes inquiet? Parce qu'il y a eu des violences la dernière fois, parce qu'il y a eu des mouvements ultra-gauche qui ont recommencé à pénétrer dans les manifs et à venir pour faire autre chose que donner un signal ou un message au gouvernement, qui sont venus pour casser. Et ça, je ne le veux pas. Et ça, c'est dangereux. Et donc, c'est pour ça que je prends toujours la précaution de distinguer ce qui est une manifestation qui se déroule bien d'une manifestation qui dégénère.
Qui dégénère avec aussi en toile de fond un discours qui se radicalise pour certains, et là je parle de certains responsables de la CGT, autres que Philippe Martinez, et avec aussi cette petite musique, Olivier Véran, selon laquelle la rue est plus légitime que le Parlement. Et donc, même si la réforme est votée, le match n'est pas plié. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qu'il n'y a pas de conflit de légitimité, que notre République, elle est organisée avec des institutions, que les parlementaires sont porteurs d'un mandat du peuple et qui sont donc légitimes, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et vous ne m'entendrez jamais dire autre chose. Parce que c'est tout le fonctionnement de nos institutions et c'est là-dessus que repose notre démocratie. Et donc il n'y a pas à opposer une démocratie de la rue et une démocratie du Parlement. Aux parlementaires d'être le plus représentatif possible de ce qu'attendent les Français, mais aussi aux parlementaires de gouverner, c'est-à-dire de choisir, y compris quand c'est difficile et que ça ne va pas forcément dans le sens de l'opinion. Si nous réformons ces retraites, c'est pas pour flatter l'opinion. Ça, chacun s'en est rendu compte. Nous faisons cette réforme pour pouvoir regarder les Français dans les yeux, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en leur disant que leur cotisation retraite paye bien les retraites des actuels retraités et que eux-mêmes, quand ils en auront besoin, ils auront un système de retraite par répartition qui leur garantira des revenus décents. Nous allons conclure. Olivier Véran, nous verrons quelle sera, s'il y aura utilisation de ce 49.3, mais nous sommes dans un contexte particulier. Nous n'avons pas eu l'occasion, nous le ferons une prochaine fois, de parler quand même du contexte inflationniste extrêmement important, des prix qui explosent. Est-ce que vous prendrez le risque, c'est ça la question, avec les fractures dans notre pays, de jeter une allumette sur un baril de poudre avec ce 49.3 ? Mais vous parlez d'une allumette, baril de poudre. Moi, je vous dis que vous me relancez sur la question de non, savoir dans, le contexte, dans ce contexte. Mais non, mais moi, vous savez, on est là, surtout encore plus en ce moment. On est dans la politique au quotidien, heure par heure, au jour le jour. Mais dans un pays vous me demandez fatigué, de me projeter. parfois fracturé sur ce sujet. Est-ce que vous l'avez en tête ? Est-ce que ce n'est pas qu'une seule séquence, la réforme des retraites ? Vous aurez noté, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois ce matin, que notre volonté n'est pas de passer par un 49.3, mais de passer par un vote. Voilà. Et donc, nous donnons tous les moyens pour que les conditions du vote soient réunies, qui nous permettent de porter cette réforme des retraites à son terme, parce qu'elle est importante pour notre pays. Merci Olivier Véran d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Merci. Merci Olivier Véran, merci Sonia Mabrouk. 49.3, commission mixte paritaire. C'est au menu de votre club de la presse Europe 1 dans 10 minutes. Ce sera juste après vos signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot et Gaspard Proust. Il entre en studio. À tout de suite.